Alors, pour ouvrir notre exploration d'aujourd'hui, j'ai une image assez saisissante en tête. Il faut, il faut vraiment se représenter l'hiver glacial de la Russie impériale. On est à l'intérieur du palais d'hiver et la dynastie des Romanov, qui est genre la famille royale la plus puissante du monde à ce moment-là, est littéralement en train de s'effondrer. Ouais, et c'est un effondrement qui vient de l'intérieur. Pas de la guerre ou de la politique, mais vraiment d'une détresse émotionnelle absolue. C'est ça. Pas de champ de bataille ici. Le centre de gravité de cette chute, c'est un enfant. Exactement. Le jeune prince, le tsarévitch, l'unique héritier du trône, se meurt à petit feu. Il souffre d'hémophilie, et donc la mécanique sanguine la plus basique fait défaut. Son sang ne coagule pas, c'est bien ça, hein. C'est exactement ça. Et dans ce contexte, la moindre égratignure, lors d'un jeu ou le plus petit coup, ça se transforme direct en une hémorragie interne potentiellement mortelle. Et avec des douleurs atroces, tu imagines bien. C'est effroyable. Et face à ça, l'Empire entier est juste paralysé. Les médecins les plus illustres d'Europe sont au chevet de l'enfant et ils échouent tous. Les prières des prêtres n'y changent rien. Ouais, la science et la religion institutionnelle sont complètement à genoux. Et c'est précisément dans ce vide-là, dans cette terreur parentale qui doit être insoutenable, qu'un personnage mais alors totalement aberrant fait son apparition. Un paysan sibérien, ouais. Sans aucune éducation formelle. Rien, aucune noblesse. Il arrive, le gars porte une longue barbe emmêlée, des vêtements qui sentent la terre, la sueur, mais, et c'est là le truc, il a un regard d'une intensité terrifiante. C'est clair. Et le plus fou, c'est qu'en l'espace de quelques mois seulement, ce dénommé Grigori Raspoutine, il va hacker le système. Il devient littéralement l'homme le plus influent de toute la Russie. Ce qui défie absolument toutes les règles, quoi. La politique, la diplomatie, le pouvoir militaire, il a tout court-circuité. Et c'est ce qui rend notre plongée du jour si pertinente. On va se pencher sur un document vraiment fascinant qui s'intitule The Dark Magnetism, Rasputin and the Psychology of Manipulation. Un texte très puissant, ouais. Totalement. Et soyons clairs directs pour ceux qui nous écoutent. Le but ici, c'est pas de faire un cours d'histoire sur un moine de l'an 1900. Pas du tout. Non, la vraie mission de cette analyse, c'est de comprendre que cette histoire-là, en fait, elle nous tend un miroir. Elle parle de la mécanique de la vulnérabilité humaine. Voilà. Comment la peur, la solitude, le vide spirituel, comment ça peut reconfigurer notre propre perception de la réalité, même aujourd'hui. Parce que ce qui est fascinant ici, c'est que la mécanique qui a propulsé cet homme au sommet, elle est toujours active en nous. Dans nos relations, au boulot, sur nos écrans. Exactement. Le fonctionnement du cerveau, il n'a pas changé d'un millimètre depuis la chute des Romanov. Bon, décortiquons tout ça. Comment un mec sans aucun pouvoir institutionnel parvient à pirater le sommet d'un empire? Le texte souligne qu'il faut regarder du côté de la biologie évolutive pour comprendre, non? Ouais, totalement. Ce que l'auteur démontre, c'est que Raspoutine avait un talent inné, presque instinctif, pour exploiter notre hiérarchie cognitive. C'est-à-dire? Le combat entre l'émotion et la logique. C'est ça. Les neurosciences modernes nous montrent que l'amygdale, donc le centre de la peur et des émotions dans le cerveau, elle traite l'information des millisecondes avant le cortex préfrontal. Donc le cerveau rationnel est toujours à la traîne. La logique arrive toujours en seconde, ouais. Et Raspoutine, lui, il offrait une validation émotionnelle immédiate. Il donnait à ces gens, qui étaient complètement isolés dans leur tour d'ivoire, le sentiment viscéral d'être enfin vus et compris. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est l'archétype du tout premier influenceur spirituel. Ah ouais, l'analogie est bonne. Non mais imagine, s'il débarquait aujourd'hui avec le même mode opératoire. Le mec aurait un site de vente de cristaux énergétiques, il aurait 40 millions d'abonnés sur les réseaux, et il te vendrait un programme à 5000 balles, genre « Éveillez votre énergie masculine divine ». C'est tellement ça. Et on aurait genre 3 documentaires sur Netflix pour le dénoncer. Mais son empire continuerait de grandir parce que la psychologie n'a pas changé. Il y a juste le débit Internet qui s'est amélioré, quoi. C'est super juste. Et ça met en lumière la science du charisme, qui est souvent mal comprise. On associe à tort le charisme à l'intelligence pure ou à l'éloquence. Alors que pour Raspoutine, c'était pas du tout ça. Pas du tout. Son charisme, il reposait sur la certitude absolue, une intensité émotionnelle écrasante. Il utilisait des outils non-verbaux de dingue, un contact visuel prolongé jusqu'au malaise, des silences hyper pesants. Des silences qui obligent l'autre à remplir le vide avec ses propres angoisses, en fait. Exactement. Et face à l'impératrice Alexandra, qui était, rappelons-le, terrorisée pour la vie de son fils, son cerveau était saturé de cortisol. Donc la certitude de Raspoutine, elle agissait comme un véritable anesthésiant neurologique.
C'est ce que la source appelle la projection psychologique, non? Oui. Face à une peur extrême, le cerveau cherche un raccourci. Il ne cherche plus la vérité médicale, il veut juste un soulagement. L'être humain en souffrance transforme l'inconnu en magie. Donc l'impératrice a projeté sur lui ses propres exploits de survie pour pas devenir folle? Voilà. Elle exigeait cette magie pour tenir le coup. Il lui a offert une illusion de contrôle. Et pour un cerveau terrifié, l'illusion du contrôle et la réalité, c'est indiscernable. Explique que ce mécanisme soit universel. Parce que, tu vois, on entend tout le temps des histoires de PDG brillants, de génies ou de grands intellectuels qui se retrouvent dans des sectes ou sous l'emprise de relations hyper toxiques. Oui, c'est vrai, ça arrive tout le temps. Logiquement, une intelligence pure, un haut niveau d'éducation, ça devrait pas agir comme un antivirus cognitif contre ça. Comment un tel esprit critique se fait pirater? Cela soulève une question importante. C'est même le paradoxe le plus dangereux de notre psychologie. On confond la puissance intellectuelle avec la régulation émotionnelle. Ah, ce sont deux choses complètement différentes. Totalement. L'intelligence ne guérit pas automatiquement les blessures émotionnelles. La douleur contourne la logique. C'est pour ça que de faux prophètes peuvent conquérir des nations ou des intellectuels. Le vrai champ de bataille, c'est pas l'intellect, c'est l'émotion. Et le document en fait des parallèles super intéressants avec les sagesses anciennes à ce sujet. Oui, les sagesses anciennes avaient déjà tout compris. Dans le bouddhisme, on dit que l'attachement crée la souffrance. Le stoïcisme nous avertit que la dépendance émotionnelle affaiblit le jugement. Et le Vedanta parle de l'ignorance de soi qui crée l'illusion. Exactement. La psychologie moderne ne fait que confirmer tout ça. Les traumatismes non résolus créent la vulnérabilité. Le message central de la source, c'est que si tu ne comprends pas ton propre esprit, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi. C'est effrayant quand on y pense. Ça veut dire que l'intelligence sans la conscience de ses failles, c'est presque un handicap. On se dit, je suis trop intelligent pour me faire avoir, et boum, le piège émotionnel se referme. C'est ça, le déni de notre propre vulnérabilité, c'est le cadeau rêvé pour un manipulateur. Bon, si on suit cette logique et qu'on fait un bond dans le temps, si les failles psychologiques humaines sont intemporelles, comment cette manipulation s'exprime aujourd'hui? Les Raspoutines modernes ont bien évolué, ouais. Ils portent des costumes, des marques de luxe et ils ont des sourires parfaits sur Instagram, c'est ça? Exactement. Ils n'opèrent plus avec du mysticisme paysan, mais via l'indignation, la peur et surtout l'addiction émotionnelle. Il y a une vraie psychologie algorithmique maintenant. C'est fou. Si l'on file la métaphore, à l'époque, Raspoutine plongeait son regard dans les yeux d'une tsarine désespérée, mais aujourd'hui, les algorithmes, ils plongent leur regard dans des millions d'yeux en même temps, non? Si l'on relie ça à la situation globale, c'est exactement ce qui se passe. L'algorithme trouve la maladie secrète de chaque utilisateur, ses insécurités, ses angoisses, pour le déréguler émotionnellement. Donc, si je regarde une vidéo sur la solitude une seconde de trop, le système le sait et il va m'inonder de contenu qui valide cette peur. Voilà. Les plateformes sociales comprennent la dopamine bien mieux que nous ne comprenons nos propres émotions. L'économie de l'attention en profite à fond. Parce qu'un cerveau effrayé, c'est un cerveau qui clique. C'est le principe, le monde moderne surstimule constamment notre système nerveux. Ça crée de l'anxiété, de la division, de la confusion identitaire. Et un esprit constamment en alerte, c'est un esprit ultra facile à manipuler. Ok, donc le diagnostic est posé et il n'est pas joyeux. Face à cette surstimulation, on fait quoi? On va pas tous jeter nos smartphones et partir vivre dans une grotte. Non, bien sûr que non. Et c'est là que le document devient très pratique. Il propose un cadre d'autodéfense concret en 7 couches. Le fameux framework anti-manipulation. C'est ça. L'objectif, c'est de cesser d'être programmable émotionnellement. Le premier pilier, c'est la conscience émotionnelle. Donc se demander en permanence si on est en train d'agir par peur ou par colère. Exactement. Car on l'a vu, ces états réduisent l'esprit critique à néant. Ça nous amène au deuxième point qui m'a beaucoup marqué, ralentir les décisions. Le texte dit que la sagesse crée une pause. C'est vital. La manipulation déteste quand tu prends ton temps. Il y a plein de signaux d'alarme typiques du genre « agissez maintenant » ou « moi seul peux vous sauver ». La manipulation craint les questions, elle craint le temps de réflexion. Et pour pouvoir prendre ce temps, il faut le pilier numéro 3, la validation interne. Construire sa propre identité pour ne plus dépendre des likes ou de l'approbation externe. C'est pas facile ça. Non, mais c'est nécessaire. Tout comme le 4e pilier, l'esprit critique. Il faut remettre en question les figures d'autorité. C'est l'autodéfense psychologique par excellence face aux hystéries de masse. Et le 5e pilier, je sais que tu insistes souvent là-dessus, c'est de guérir les blessures émotionnelles. Ah oui,
C'est crucial. Les traumas non guéris, c'est comme des portes ouvertes qui cherchent des sauveurs. Donc faire une thérapie ou méditer, c'est pas juste une mode bien-être, c'est réparer son système nerveux. C'est de la cybersécurité pour ton propre cerveau. Ce qui rejoint le 6e pilier, limiter la surcharge de dopamine. Protéger sa concentration, parce qu'un esprit distrait se fait influencer hyper facilement. Exactement. Et enfin, le 7e pilier, c'est l'intelligence spirituelle. Et attention, on ne parle pas de superstition ici. Non, on parle de pleine conscience, d'observer ses propres pensées sans se laisser piéger dedans. Le côté zen, quoi. Voilà. Remarquer l'émotion sans devenir l'émotion. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? La source utilise une métaphore hyper puissante pour résumer ça. L'esprit est un royaume. Une belle image, ouais. Si le roi, donc la pleine conscience, la conscience de soi, est endormi, l'addiction et les fausses croyances entrent dans le château comme dans un moulin. La seule protection, c'est d'avoir un roi éveillé. C'est exactement ça. Se transformer en observateur actif de son propre système. Bon, pour clore cette analyse, il y a un dernier récit sur Raspoutine qui est juste dingue. C'est sur sa fin, sa mort légendaire. Ouais, la fin de Raspoutine, c'est un mythe incroyable. Les élites russes, comprenant le danger, ont fini par vouloir l'éliminer. Et ça n'a pas été facile, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. La légende raconte qu'ils l'ont d'abord empoisonné avec du cyanure, assez pour tuer plusieurs chevaux. Rien. Le mec continue de boire son vin normal, quoi. C'est ça. Du coup, il panique, il lui tire dessus. Il s'effondre. Il le croit mort, mais il se relève, il attaque ses assassins, il fuit dans la neige. C'est un film d'horreur, le truc. Totalement. Il lui tire de nouveau dessus, le bat à mort, le ligote et le jette sous la glace du fleuve. Et on raconte qu'il est mort noyé, en essayant encore de se détacher. Il refusait de mourir. Waouh! Que les détails soient exagérés par l'histoire ou pas, peu importe. En fait, le symbolisme est juste magistral. Ah oui, le parallèle est évident. La manipulation, tout comme Raspoutine, est extrêmement difficile à tuer, parce que notre faiblesse humaine, nos insécurités, ne cessent de la ressusciter, sans arrêt. C'est ça. On pense s'en être débarrassé et elle revient sous une autre forme. Ça rappelle que la plus grande protection, c'est pas d'être paranoïaque envers le monde entier, mais d'avoir une vraie conscience de soi. L'immaturité, c'est de chercher à tout prix quelqu'un pour nous sauver et nous offrir une certitude absolue. Parce que les manipulateurs les plus dangereux ne contrôlent jamais par la force. Ça marche pas. Ils contrôlent par la douleur. C'est tellement vrai. Ils trouvent la faille et ils s'y engouffrent. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour prolonger notre réflexion. Vas-y, je t'écoute. Si on part du principe que nos blessures émotionnelles les plus profondes sont précisément les portes d'entrée de la manipulation, Ouais. est-ce qu'il ne se pourrait pas que les parts de nous-mêmes dont nous avons le plus honte, celles qu'on veut cacher à tout prix, soient en réalité les clés mêmes de notre libération psychologique absolue? À condition, bien sûr, d'avoir enfin le courage de les affronter en face, sans détour. C'est une réflexion fascinante pour terminer. Regarder ses propres ombres en face pour ne plus jamais être l'otage de personne. Merci pour cette exploration.